À la page 31 du chapitre 38 de mes notes de cours, on va résoudre une première situation dans la section 3.5 de Séguin. Une situation qui s'intitule « Un circuit à une maille », donc un circuit, comme diraient certains, full fafa, mais ça va nous permettre d'établir plusieurs conventions à respecter dans ce genre de problème. Donc je vais vous inviter à arrêter la vidéo, aller lire la situation à la page 245 de Séguin. Après une première lecture, on va tirer nos données du libellé du problème. Donc, on nous mentionnait qu'il y avait une première pile de 5 volts. Donc, je représente ça par le symbole d'une force électromotrice. Une deuxième pile de 17 volts. Évidemment, il nous donne un dessin du circuit. J'y reviens dans quelques secondes pour nous montrer comment ces choses-là sont branchées. Troisième pile de 12 volts. Il y a deux résistances dans le circuit. Donc, RA de 8 ohms, RB de 4 ohms. On nous demande de trouver le courant, c'est un circuit à une maille, donc il y a un seul et unique courant, l'inconnu de courant en ampères. Et on nous demande aussi de spécifier la puissance qui est soit fournie, soit dissipée par les différents éléments du circuit en watts pour les 5 éléments du circuit. Le schéma maintenant. Exigence personnelle. Ce n'est pas encore tous les profs de physique qui ont cette exigence-là, mais malheureusement, vous êtes avec moi, puis il va falloir se plier à cette exigence-là. Vous allez, sauf exception, toujours redessiner le circuit, même s'il est fourni, ce qui n'est pas le cas ici, mais il était fourni dans la question. On ne l'avait pas sur la page. Donc, on va toujours redessiner nos circuits. Là, vous êtes chanceux pour que ça aille rapidement faire des exemples. Le dessin, la page est déjà remplie quasiment à plus que 50%, mais il faut s'imaginer que c'est une page blanche, comme présentement, puis qu'il faut dessiner soi-même le circuit à toutes les fois. Quand vous allez faire des exercices, il va falloir le faire si vous voulez que votre exercice mérite des points à l'examen. Puis je redessine ça d'une façon particulière. C'est un peu mes jeux d'esprit personnels, mais des jeux d'esprit qui m'ont permis de très bien gagner ma vie pendant plusieurs années. Pour réussir à démêler des situations problématiques, la première étape, c'est qu'on redessinait ces circuits-là d'une autre façon pour démêler le circuit correctement. Donc, on va toujours mettre à gauche du circuit notre pile, une ou plusieurs piles. On va mettre la pile qui lead, qui détermine, qui prend le dessus sur toutes les autres. Donc, habituellement, c'est celle qui a le plus gros voltage, sauf exception. Des fois, on va en mettre deux aussi à gauche comme ça, quand ils sont combinés une à côté de l'autre, ce qui n'était pas le cas ici. Fait que j'ai dessiné ma force électromotrice ici, et je vais redessiner tout mon circuit qui redescend de ce côté-là, puis qui dépense de l'énergie. Ce que ça fait, c'est que de ce côté-là, c'est mon gain d'énergie maximum, puis je vire en haut, mon courant passe comme ça, et là, je vais me mettre à dépenser en passant à travers différents éléments. Donc, évidemment, il faut faire le lien avec le dessin qu'on a originalement, puis redessiner nos choses. Fait que la première chose qu'on rencontrait, suivez-le avec le dessin dans le Séguin, la première chose qu'on rencontre après la pile, c'est notre résistance RA. Donc, je redessine RA à cet endroit-ci. Okay. Le deuxième, après avoir passé dans RA, le prochain élément que je rencontre, c'est la pile identifiée 1, mais je la rencontre à partir de la grande barre. Donc, je dessinerai la pile de cette façon-là, puis sa force électromotrice va toujours de la petite barre vers la grande barre. Après avoir passé dans la pile 1, continuez à suivre dans Séguin, je passe dans la deuxième pile et je passe dans le bon sens de la deuxième pile. Donc, je l'ai pas de la deuxième, mais intitulé 3. Puis je passe dans le sens petite barre à grand barre, donc force électromotrice dessinée comme ça. Finalement, j'arrive dans l'autre résistance, la RB, et j'ai fini mon circuit. Donc, j'arrive en bas, je n'ai plus d'énergie, puis je vais me faire repomper de la nouvelle énergie par la pile E2. Okay? Donc, il va toujours falloir redessiner nos circuits pour qu'ils aient cette allure-là. Ce n'est pas une exigence des autres enseignants, c'est une exigence propre à moi. Donc, malheureusement pour vous, vous avez à la remplir. Mais heureusement pour vous, si jamais vous devez travailler dans le domaine industriel, mécanique, électrique, vous allez être un king du débogage de circuits électriques. Maintenant, je suis à l'étape de trouver une formule de physique qui va me permettre de résoudre ce problème-là. Loi des nœuds ou loi des mailles. Évidemment, il n'y a même pas de nœud là-dedans, parce qu'un nœud, c'est un endroit où il y a 3 courants. Bon, il y a toujours un seul courant qui circule dans tout ça. Donc, la loi des nœuds inutilisable. Donc, je vais prendre la loi des mailles. Je le précise que je vais prendre la loi des mailles, delta V. Et sauf exception, ici, ça pourrait être une exception parce qu'il n'y en a rien qu'une maille.
je vais préciser sur quelle maille je fais la somme des delta V. Dans ce cas-ci, ce n'est pas pertinent. Donc, je pourrais le mettre en rouge différent là, pour montrer que ça serait acceptable, même sans préciser ça. Mais à minute qu'il y a plus qu'une maille, il va falloir dire sur quelle maille on fonctionne. Un peu comme quand on faisait la somme des forces, on disait sur quel objet on fait la somme des forces. Bien, la somme des delta V, il faut dire sur quelle maille on le fait. La seule maille qu'il y a, elle est illustrée ici en mauve. Ce n'est pas nécessaire non plus sur le dessin. Je pourrais le mettre justement de la même couleur que le rouge non obligatoire. Mais c'est une façon de montrer ma maille. C'est surtout une façon de montrer dans quel sens que j'interprète ma loi des mailles de Kirchhoff. De la façon que je dessine, de toute façon, je vais toujours commencer mon tour d'une maille par en bas, puis en tournant dans le sens indiqué ici, là, dans le sens horaire. Okay? Donc, je fais ma somme des delta V. Le premier élément que je rencontre, c'est la pile que je traverse dans le bon sens. Donc ici, j'ai plus la force électromotrice 2 plus la pile 2. Je continue à tourner, je rencontre une résistance, je la traverse dans le même sens que le courant la traverse, donc moins R fois I à cet endroit-là, donc la loi de Ohm appliquée à cet élément-là. Je continue à traverser, oups, je traverse une pile, je la traverse dans le mauvais sens, c'est le moins E1 que j'ai mis ici. Je continue, le prochain élément que je rencontre, c'est aussi une pile, mais que je traverse dans le bon sens. Donc ici, je vais avoir un plus E3. Et finalement, je rencontre une résistance que je traverse dans le bon sens du courant. Donc, je vais avoir moins d'énergie après la résistance. Moins RB fois I est égal à 0. Prochaine étape obligatoire, c'est de mettre nos chiffres. Donc, E2 est inconnu, 17, moins RA, 8, fois le I inconnu, moins E1 connu qui vaut 5, plus E3 connu qui vaut 12, moins RB fois I, moins 4 fois I est égal à 0. Et personnellement, le problème est fini. J'ai une équation à une inconnue. Donc, mathématiquement, c'est fini. Il reste juste à faire, pas mathématiquement, physiquement, c'est fini. Il reste juste à faire des mathématiques que je n'exige plus. Et j'irai dans une calculatrice pitonner directement ça. Ce que je montre ici, là, on peut faire dans ma calculatrice scientifique, j'écris solve, j'écris l'équation que j'ai ici, 17 moins 8i moins 5 plus 12 moins 4i est égal à 0, sauf que ma calculatrice n'accepte pas que j'écrive i, c'est un caractère qui est réservé sur ma calculatrice là, pour des nombres imaginaires. Donc, au lieu d'écrire i, j'ai écrit x qui est un inconnu. Donc, 17 moins 8x moins 5 plus 12 moins 4x est égal à 0, puis je veux qu'il me résolve pour la valeur de x. J'ai fait Enter, puis il m'a donné x est égal à 2 sans que j'aie eu à faire d'erreur d'isolation du i. Donc, c'est ce qui est montré ici. Et ma réponse finale, même pas obligatoire d'écrire la réponse finale à l'examen, est égale à 2 ampères. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de dessiner la calculatrice, là. Puis ça, c'est rien qu'un lien justement pour aller voir le calcul que je viens de vous montrer. Donc, je vous rappelle, la calculatrice pas obligatoire. Le petit rouge montrait que j'ai rentré cette équation-là dans une calculatrice puis qu'elle me fournit ça. Même la réponse qu'elle me fournit, pas obligatoire. J'ai une équation inconnue. Du point de vue physique, c'est 100%. J'ai trouvé la première inconnue. Deuxième inconnue, c'est des puissances. Donc, ça ne fait pas du tout appel au présent chapitre. Ça fait appel au chapitre sur la puissance. Le chapitre 37. Ici, j'ai mis les mathématiques avant de passer à la puissance, excusez. Donc, si quelqu'un veut voir là, comment on l'isole, les étapes sont quand même faites en dessous, ceux qui ont besoin et qui veulent développer des compétences en mathématiques. Sinon, je prends la puissance. On me demande la puissance dans tous les éléments. Donc, la puissance dans une pile, la seule équation que je peux prendre, c'est le I fois le delta V. Donc, on a une formule dans le résumé là, qui nous dit quand on connaît le courant et la tension, la différence de potentiel, on peut prendre cette formule-là. Cette formule-là me permet de calculer pour les 3 piles la puissance. Donc, la première pile fois le courant de 2 ampères qui circule, la deuxième pile fois le courant de 2 ampères qui circule, puis la troisième pile fois le 2 courants, donc les différents watts là, qui sont associés à ces choses-là. Et j'ai répondu immédiatement si c'était la puissance dissipée ou fournie. Je m'aperçois que le courant traverse la pile ici dans le mauvais sens. Donc ça ne sera pas l'énergie fournie au circuit. Cette pile-là va dépenser de l'énergie. Okay. Si c'est une pile rechargeable, elle va se faire charger. Si ce n'est pas une pile rechargeable, elle va chauffer et même peut-être exploser. Ce n'est pas une façon standard de brancher une pile.
Et j'ai aussi deux résistances pour lesquelles je veux connaître la puissance. Je pourrais passer par les delta V, mais là, il faudrait que je calcule les delta V. Mais il y a une formule propre quand on connaît le courant et la résistance. Donc, P est égal à RI carré, que je peux utiliser pour les deux résistances, pour RA, 32 watts, et pour RB, 16 watts. La situation 1 se poursuit à la page suivante, 32, avec quelques explications supplémentaires. Donc, ça ne fait pas partie du problème. On voit que c'est le rouge différent. Lié à la conservation de l'énergie. Donc, l'énergie qui est dépensée dans un circuit doit être égale à l'énergie qui est fournie par d'autres éléments du circuit. Donc, c'est le principe de la conservation de l'énergie. Évidemment, on peut appliquer le même principe en disant que je divise par le même temps des deux côtés. Mais le principe peut s'exprimer en termes de puissance, étant donné qu'on a calculé des puissances. Puis là, on aurait pu avoir le réflexe de dire, les piles vont fournir de l'énergie, puis les résistances vont dépenser. Donc ici, j'ai mis les wattages des deux résistances. J'additionne, donne 48. Et les wattages des trois piles, puis ça donne 68, puis c'est pas égal. Donc on dirait, quelqu'un pourrait conclure, s'il y a un débalancement, le principe de conservation de l'énergie n'est pas applicable. Mais oui, il est applicable. C'est que là, il ne faut pas oublier qu'il y a une pile dont le courant ne circule pas dans le bon sens dans la pile. Donc, qui se fait recharger, qui ne fournit pas de l'énergie au circuit, elle en prend. Okay? Donc, la pile 1 qui est ici devrait se transférer de côté, faire partie des éléments qui dépensent. Donc là, j'aurais P1 plus les deux résistances, ça me donne 58 de ce côté-là. Et j'ai les deux piles qui fournissent de l'énergie de l'autre côté, me donne 58 watts. Et là, le principe de conservation de l'énergie est vérifié.